comme vous le savez, ces courants de pensée sont divergents, dans la mesure où on trouve d'un côté le capitalisme libéral défendu par les classiques, néoclassiques et les monétaristes et les ultra-libéraux, et de l'autre côté, on a le capitalisme interventionniste défendu par les keynésiens et les néo-keynésiens. On peut dire que les 30 glorieuses, une période qui se situe entre la fin de la Deuxième Guerre mondiale et le début des années 70, ont été marquées par le triomphe du courant keynésianiste. Mais la crise pétrolière de 1973 a imposé la nécessité d'un changement de paradigme, d'autant plus que l'État-providence a été confronté à une triple crise. Une crise de solvabilité, de légitimité et d'efficacité. Alors d'abord une crise de solvabilité, car le financement des services publics en général et du système d'assistance et de protection sociale en particulier est de plus en plus difficile avec l'évolution démographique, l'allongement de l'espérance de vie et le nombre de chômeurs croissant, habitués à bénéficier du système d'assistanat offert par l'État-providence. L'État est contraint alors à recourir à la pression fiscale pour combler son déficit qui s'aggrave d'année en année. Mais cette pression engendre certes une augmentation des recettes fiscales à court terme, mais à long terme, ces recettes diminuent d'année en année, car les investisseurs se trouvent découragés à investir dans des affaires avec autant de charges fiscales et sociales à supporter. C'est l'effet Laffer. L'autre effet, c'est l'effet d'éviction. C'est lorsque l'État concurrence les investisseurs privés. Pour combler son déficit, elle appelle à l'épargne publique et donc augmente de la sorte le taux d'intérêt. Et les investisseurs privés, avec un taux d'intérêt aussi croissant, se trouvent encore une fois découragés à investir. Troisième effet, c'est l'effet boule de neige. C'est lorsque, avec une diminution des recettes, une croissance en berne, les recettes de l'État diminuent et ses dépenses gonflent et donc elle est contrainte de recourir à de nouvelles dettes. Et avec le rééchelonnement et le rachat, les charges de la dette augmentent, ce qui induit un effet cumulatif. Alors, deuxièmement, l'État est confronté à une crise d'efficacité. Milton Friedman, chef de file de l'école monétariste, apporte dans ce cadre 3 raisons principales. La première, c'est que les systèmes de protection et d'assistance sociale, ainsi que les services publics mis en place suivant les principes d'équité, d'égalité et de justice sociale, se trouvent inefficaces devant les inégalités qui se creusent
dans les faits. Et donc la justice sociale est loin d'être établie dans la pratique. Deuxième raison, c'est que les politiques de relance par les déficits publics engendrent un accroissement de la masse monétaire dans l'économie, ce qui, pour l'économiste, pourrait à court terme augmenter et améliorer l'activité économique, mais à long terme, l'excès de création monétaire va engendrer le phénomène d'inflation. Comme le disait Milton Friedman, l'inflation est toujours et partout un phénomène monétaire. Et troisièmement, les revenus susceptibles d'augmenter la consommation et la production, ce sont les revenus permanents et non pas les revenus temporaires, éphémères et à court terme. Enfin, la théorie des anticipations rationnelles ajoute un discrédit à la réussite des politiques de relance économique, car les agents économiques sont rationnels et donc ils anticipent lorsqu'ils constatent des déficits publics, un accroissement de la pression fiscale dans les jours ou les mois qui viennent. Et lorsqu'ils constatent aussi un excès de masse monétaire, ils anticipent donc le phénomène de l'inflation. Et donc, leur comportement se trouve contradictoire avec les prévisions souhaitées des fonctionnaires ou des responsables de l'État qui souhaitent, avec un excès de masse monétaire et de revenus et de déficit public, à ce que la production et la consommation augmentent. Alors que ce n'est pas le cas dans la réalité suite aux anticipations rationnelles des agents économiques. Troisième crise, c'est une crise de légitimité. Frédéric Hayek, dans son ouvrage célèbre La route de la servitude, va amener son eau de moulin aux critiques de l'État-providence, en la condamnant, dans la mesure où il va mener, comme dans le système fasciste ou socialiste, va supplanter l'État planificateur au libéralisme. Et donc, dans ce cadre, la liberté personnelle va être anéantie pour contraindre les agents économiques à se comporter d'une manière qui n'est pas un choix personnel, qui n'est pas l'aboutissement d'une confrontation autorégulatrice suivant les mécanismes de marché. Ceci, suivant les propos et la pensée de Frédéric Hayek, va nous amener en fin de compte au despotisme, ce qui est contraire au principe de la liberté
de choix et la liberté économique et va être considéré comme une rupture avec les principes de la civilisation occidentale. Dans cette même ligne d'idées, l'école des choix publics dont les chefs de file sont James Buchanan et Gordon Tullock dénonce et condamne l'État-providence dans la mesure où ils remettent en question l'idée que l'État agit en fonction de l'intérêt général. Car selon eux, l'État n'est que l'expression d'une coalition d'intérêts privés corporatistes constitués sous forme de lobby qui amènent les hommes politiques à servir leurs intérêts. Et dans ce cadre, James Buchanan considère les hommes politiques comme étant des agents économiques à part entière qui maximisent leur utilité et leur intérêt personnel propre. Et donc, pour maximiser les chances d'être réélus, ils vont servir non pas l'intérêt général, mais l'intérêt des lobbies et des établissements corporatifs. Et donc, contrairement à l'idée reçue, le système démocratique est loin d'être efficace et optimum, dans la mesure où les décisions des hommes politiques ne sont pas des décisions pertinentes et ne sont que des intérêts qui vont renforcer leurs privilèges, leurs rentes et les chances d'être réélus. Et donc, dans ce contexte des années 70 marqué par l'avènement d'un nouveau paradigme quant au rôle et aux missions de l'État, suite aux erreurs des keynésiens qui, via leur politique de relance et de déficit public, n'ont fait qu'aggraver la situation, avec l'avènement du phénomène de stagflation marqué par la coexistence d'un taux de chômage et d'un taux d'inflation élevé. Et avec le triomphe des idées des monétaristes, l'État commence à s'interroger sur son rôle et les missions qu'il doit garder et celles qu'il doit déléguer ou privatiser. En même temps, il commence à s'inspirer de la gestion privée. C'est donc le début, le commencement de ce qu'on appelle le New Public Management ou la nouvelle gestion publique, qui a amené certains pays développés capitalistes comme l'Angleterre ou les États-Unis et même sous-développés comme la Chili à pratiquer un certain nombre de principes et outils de management public, comme par exemple l'orientation vers le marché, l'avènement de mesures des coûts et l'orientation vers les résultats et la réédition des comptes, et le début des réformes de certains établissements publics qui vont être soit délégués, soit privatisés ou transformés sous forme d'agences en vue des principes
de ce qu'on appelle la logique des 3 E, l'économie, l'efficience et l'efficacité de la gestion publique. Pour les monétaristes, ce sont ces principes-là qui vont amener la prospérité et l'équilibre budgétaire.